Bonjour à tous, à toutes. Alors, je reviens très rapidement sur mon parcours parce que ça permettra peut-être aussi d'éclairer un petit peu certains aspects dont je vais vous parler. Moi, à la base, j'avais une formation d'ingénieur et puis j'ai atterri dans le monde de l'éducation quelques années après. D'abord dans le réseau Espérance Banlieue, où j'ai été prof de maths, physique et puis directeur aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'écoles en banlieue, hors contrat, avec à la fois du primaire et du collège. Et du coup, dans ce réseau-là, il y a, j'imagine, comme dans beaucoup d'écoles hors contrat, un souci particulier de connexion avec les familles, de lien avec les parents, qui est rendu possible aussi grâce aux effectifs assez limités. L'établissement dans lequel j'étais, il y avait une seule classe par niveau et maximum 15 élèves par classe. Donc forcément, ça favorise aussi le dialogue, juste parce qu'on a un peu plus de temps avec chaque famille. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis rendu compte d'abord que un constat, je pense, qui est très général et que je vois encore aujourd'hui, j'exerce ailleurs maintenant, c'est que quand les enfants réussissent bien à l'école, c'est qu'à un moment ou à un autre, et d'une manière ou d'une autre, les parents se sont impliqués. De différentes manières, évidemment, selon les familles, selon les enfants, selon l'âge des enfants. Mais il me semble que c'est un constat assez général qui m'a pas mal interpellé à l'époque. Et je souligne quand même que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que quand des enfants ne réussissent pas, ça ne veut pas dire que les parents ne s'impliquent pas. Il peut y avoir d'autres difficultés aussi, évidemment. Mais ça peut vouloir dire aussi que les parents, malgré toutes leurs bonnes intentions, peuvent faire parfois des maladresses. Et moi, j'ai constaté ça quand j'étais directeur de l'établissement d'Espérance Banlieue. C'est que les parents étaient vraiment de bonne volonté, les professeurs aussi, mais parfois la communication entre les deux était compliquée. Et parfois, les parents pouvaient facilement aller dans le sens contraire de ce qui était dit à l'école, et tout le travail d'une journée que les professeurs faisaient pouvait être assez rapidement mis à mal à la maison. Encore une fois, c'est tout ça avec beaucoup de bonne volonté de la part des parents, mais c'est vraiment des maladresses. Donc à l'époque, je m'étais dit on va essayer de remédier à ça en proposant aux parents des petites formations pour d'abord qu'ils connaissent ce qui se passe vraiment dans l'école, et puis pour leur donner quelques outils afin qu'à la maison, ils soient un peu plus dans le rôle qu'il me semble on est en droit d'attendre quand on est enseignant, qu'on est en droit d'attendre des parents. Et puis après, du coup, c'est ce qui m'a amené à monter cette petite structure du parcours Mekiko dans laquelle on propose ces petites formations. Alors, je vais me centrer un peu plus sur quelques anecdotes. Je vous propose de vous raconter quelques anecdotes et puis d'essayer d'en tirer quelques leçons et quelques points pratiques sur la cohérence entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Premier constat. Là encore, quand j'étais directeur chez Espérance Banlieue, on avait beaucoup de demandes dans l'école ou dans l'établissement où j'étais, on avait beaucoup de demandes de personnes qui voulaient changer de métier et qui, après 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, se disaient « Tiens, j'ai envie de faire un métier un peu plus dans le relationnel, un peu plus dans la transmission ». Et donc, ils venaient frapper à notre porte et ils demandaient à passer 2, 3 jours, une semaine dans l'établissement pour avoir un premier aperçu de comment ça se passait. Et je me rappelle notamment d'un père de famille responsable de banque dans son ancien travail avec des grosses responsabilités, une charge de travail importante, en tout cas en volume horaire, c'était assez impressionnant. Et moi j'étais un petit peu impressionné, un petit peu je me sentais pas à la hauteur, vous voyez, face à quelqu'un qui avait eu des énormes responsabilités. Et au bout de 2 jours dans l'établissement, il vient me voir et il me dit « Mais votre truc, mais c'est épuisant en fait ». Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur la méconnaissance que le monde professionnel peut avoir de ce qui se passe dans l'établissement.
Parce qu'on a tous des souvenirs d'élèves, mais quand on est élève, on déborde d'énergie, c'est nous qui faisons le bruit, et du coup, on ne se rend pas forcément compte de la fatigue que ça peut engendrer chez les enseignants. Et effectivement, je pense qu'il y a un premier constat, c'est que tout le monde est fatigué. Les parents sont fatigués parce que quand ils rentrent du travail ou quand ils ont une famille à gérer, en fait, c'est fatigant. Et puis, les enseignants, ils sont en posture théâtrale toute la journée, avec une exigence parce qu'il faut assurer la sécurité, parce qu'il faut assurer la transmission, parce qu'il faut s'assurer que c'est bien compris. Et du coup, il y a une vraie fatigue entre les deux. Donc ça, c'est un premier constat. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête au début, parce que ça va forcément jouer dans le rapport qu'il peut y avoir entre les familles et le corps enseignant. Donc le métier d'enseignant est fatigant. Et le métier de parent aussi. Quand on a ça en tête, moi ce que je constate dans les réunions parents-prof auxquelles je peux assister depuis maintenant plusieurs années, c'est que quand on a ça en tête, déjà, le fait parfois de l'exprimer, ça relâche des soupapes, voyez. Ça permet de se mettre un petit peu sur un pied d'égalité. Et puis, c'est tout bête, hein, mais dans un rapport de communication, parce que je pense que l'enjeu, en fait, il est surtout là, dans un rapport de communication, ça permet de se dire, on part sur une base commune, et du coup, on va essayer, des deux côtés, de mesurer ses propos, de ne pas se vexer des propos de l'autre, et de prendre tout ça avec déjà un peu de bienveillance. Ça a l'air de rien de dire ça, je pense que ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un petit premier point à avoir en tête. Deuxième point, un jour, je reçois dans mon bureau un papa d'élève très impliqué, très impliqué, qui était convaincu que le français allait sauver ses enfants, ce en quoi je ne peux pas être absolument en désaccord, évidemment, mais qui, fort de cette conviction, faisait 3 heures de dictée à ses enfants tous les samedis matins. Vous imaginez la réaction des enfants au collège, c'est que ça passait pas très bien. D'autant plus que les méthodes étaient un petit peu musclées et ça produisait vraiment l'effet inverse. En fait, il faut bien avoir en tête que le temps passé à l'école est extrêmement important. Et c'est quand même la plupart du temps que vos enfants ont disponible, ils le passent à l'école. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir un problème de déséquilibre, à la fois dans la connaissance qu'on a de notre enfant, et puis côté prof, de la connaissance qu'on a des élèves, parce qu'ils ils ont aussi du temps à la maison, et puis ils ont une histoire aussi dans leur famille, évidemment. Et puis il y a un deuxième point qui vient un petit peu rajouter quelque chose là-dessus, c'est qu'il me semble que l'école, en tout cas l'école majoritairement en France, est construite par des intellectuels. Ce qui a ses avantages, mais ce qui a aussi ses inconvénients. Parce que du coup, il y a une croyance que seul le travail intellectuel va pouvoir permettre d'épanouir les enfants, de donner du sens à leur vie, de leur permettre de trouver ce qu'ils veulent faire comme métier. Et le constat de nombreux échecs scolaires, c'est qu'en fait, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, il me semble que face à ça, il y a une attente qui est commune entre le corps enseignant et les parents, qui est la réussite des enfants, qui est l'épanouissement des enfants, qui est la découverte par les enfants de leurs talents, mais que tout ceci, on ne met pas forcément exactement les mêmes choses derrière. Voyez, et moi, ça m'est arrivé de rencontrer des parents qui tenaient absolument à ce que leurs enfants fassent des études d'ingénieur, et puis leur enfant qui n'était pas très doué en maths, lui, il n'avait pas trop envie de faire ça. Et on voit évidemment la complication que ça peut provoquer. Et puis à l'inverse, moi j'ai fait une école d'ingénieur et je vois beaucoup d'ingénieurs qui, après leurs études, décident d'être cordonniers, acteurs. Voilà, et en fait, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a été raté dans l'orientation. Donc l'enjeu
par rapport à ça, me semble-t-il, et ce qui va permettre, à mon avis, une plus grande cohérence entre ce qui est donné à l'école et ce qui est donné à la maison, c'est d'être attentif à un certain équilibre. Alors, je ne sais pas d'où vous êtes, mais si vous êtes de région parisienne, il y a quand même la chance, en région parisienne, d'avoir accès à une culture assez incroyable. Au niveau des musées, des expositions, des concerts, des sorties. On peut même prendre le RER pour aller dans la nature. Il y a quand même un peu de nature, pas très loin de Paris. Donc ça donne quand même une possibilité incroyable. Et en province, c'est la même chose, en réalité. Même si c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il faut forcément prendre un peu plus la voiture ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il me semble qu'il faut être vigilant à un certain équilibre et que cet équilibre n'est pas contradictoire avec la réussite scolaire. Je connais dans mon établissement, là où je travaille actuellement, des tas d'élèves qui sont à la fois excellents à l'école, en tout cas épanouis, heureux, et qui ont le désir de progresser, et qui ont des activités à côté qui n'ont absolument rien à voir. Et pour aller un peu plus dans ce sens-là, une des richesses qu'on a au collège, qui est un peu moins présente au primaire, parce que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais au primaire, l'enseignant, il voit les mêmes élèves. Donc c'est super parce qu'il les connaît sur plein d'aspects différents. Il les connaît en maths, il les connaît en français, il les connaît en histoire, il les connaît en récré, voilà. Mais il a un seul éclairage quelque part. Évidemment, il a aussi celui de la famille. Au collège, lors des conseils de classe ou lors de discussions entre collègues, on a cet avantage-là aussi d'avoir des éclairages différents. Alors ça demande d'être un peu exigeant parce qu'il faut aller poser les questions à ses collègues aussi, hein. Donc on peut facilement rester enfermé dans sa matière, évidemment. Mais quand on prend la peine, le temps de discuter avec les autres collègues, on est parfois assez surpris de découvrir des richesses vraiment insoupçonnées chez des élèves qu'on a. Moi, je me rappelle avoir fait passer des oraux de brevet l'an dernier. Un élève nullissime et en plus au comportement plus que désagréable. Et son exposé a été, pour moi, vraiment une vraie révélation sur les talents cachés de cet élève qui était passionné d'art et qui était ultra doué là-dedans. Et donc, vous voyez, il y a, je pense, la nécessité de veiller, en tant que parent, à élargir le cadre qui est donné à l'école, le contenu des enseignements qui sont donnés à l'école. Le salut ne réside pas uniquement dans les maths et le français, pour faire court, même si c'est... je pense inconsciemment, c'est ce que beaucoup de gens pensent quand même. Donc, vigilance sur cet équilibre-là. Et du côté des enseignants, parce que j'imagine qu'il y a quelques enseignants aussi parmi vous, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas dans l'exercice de mon métier, c'est chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des parents, de discuter avec eux aussi de ce que font leurs enfants en dehors de l'école. Parce qu'on a besoin aussi de cet éclairage-là pour ne pas trop dramatiser une mauvaise note. Ou parfois pour mieux comprendre un mauvais comportement, ça ne veut pas dire pour l'excuser, mais pour mieux le comprendre et peut-être avoir des outils pour intéresser davantage l'élève en question. Parce qu'on peut faire une connexion avec une activité qu'il a à l'extérieur ou une passion qu'il a à l'extérieur. Alors, pour enfoncer le clou par rapport à ça, j'ai rencontré une personne une année qui passait son temps à dessiner en classe. Je sais en tant qu'enseignant à quel point ça peut être horripilant, surtout quand on arrive au collège et que ça continue au lycée, d'avoir en face de soi des élèves qui passent leur temps à dessiner et dont les résultats sont plus que limites. Il se trouve que cette personne était non seulement passionnée de joaillerie, mais en plus extrêmement douée en dessin. Et au final, il y a eu une discussion entre sa famille, la direction de l'école, certains profs, et il lui avait été accordé de passer son temps à dessiner en classe, pourvu qu'elle ait le bac. Donc il y avait quand même un minimum d'exigence, mais c'était vraiment réduit au minimum. Bah, ça a permis à cette personne de passer le bac en ayant moins de stress et derrière d'avoir un métier qui est un vrai métier passion,
dans lequel elle s'épanouit. Et vous voyez, c'est, je pense, vraiment important d'avoir aussi des petits exemples comme ça en tête qui nous permettent de nous dire, oui, ok, en fait, ma matière, soit parce que je suis prof, ma matière n'est peut-être pas la seule qui compte. Et puis quand je suis parent, c'est peut-être pas mon parcours à moi qu'il faut forcément calquer sur celui de mon enfant. Un autre point par rapport à ça, c'est que le comportement, ça vraiment je le constate très souvent, le comportement des enfants à l'école n'est pas le même que le comportement des enfants à la maison. C'est assez facile de s'en convaincre parce que je constate que moi aussi, dans mon travail, je n'ai pas tout à fait le même comportement que quand je suis avec mon groupe d'amis ou quand je suis en famille. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le cas aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut être schizophrène, évidemment, mais parfois, on se rend compte que les personnes ont un comportement très différent dans le cadre du travail et dans le cadre un peu plus social, on va dire. Et c'est la même chose pour les enfants. Le comportement des enfants au collège, au primaire, n'est pas le même que le comportement à la maison. Il est bon d'avoir ça en tête parce que ça permet aussi, des deux côtés, encore une fois, que ce soit du côté enseignant ou du côté parent, ça permet de mieux avoir en tête, de mieux écouter ce que l'autre a à nous dire aussi. Voyez, les parents qui arrivent et qui pensent que leur enfant, parce qu'il est HPI, TDAH ou tous ces petits cycles que maintenant de plus en plus d'élèves ont, oui, peut-être que c'est un petit génie, mais peut-être qu'il faut aussi travailler certaines choses. Et puis peut-être qu'il est très serviable à la maison, mais qu'en fait, il harcèle ses camarades à l'école. Et vous voyez, dans les deux sens, il y a des choses à entendre. Bon, là aussi, c'est une question de dialogue. Je reviendrai sur le dialogue un peu plus tard. J'insiste, pardon, juste sur une chose. Je pense que ça va dépendre beaucoup des établissements scolaires. Là où je suis, on a, je pense, une culture d'établissement qui me semble assez forte et qui fait qu'il y a une habitude de rencontres entre parents et enseignants. Alors évidemment, il y a les rencontres, vous savez, au collège, les rencontres parents-prof, une fois par an, 5 minutes par prof. Bon, on n'a pas le temps de dire grand-chose. Parfois, ça suffit. Parfois, ça suffit, hein, vraiment. Mais il y a en plus de ça une vraie habitude, une vraie confiance en fait, qui s'est instaurée entre les parents et l'établissement, dans l'immense majorité des cas, qui fait qu'on rencontre très facilement les parents, soit à notre demande, soit à leur demande. Je sais bien que ce n'est pas le cas partout, que c'est parfois compliqué parce qu'il y a des contraintes aussi horaires, parce que souvent, ça prend, pour les professeurs, ça prend sur du temps en plus de leur temps de travail. Donc, bah, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Et peut-être encore plus au collège, parce qu'il y a moins il y a plus d'interlocuteurs pour les parents. Et aussi pour les enseignants, hein, puisque les enseignants n'ont pas qu'une seule classe au collège. Donc, je sais bien que ça, c'est un peu différent selon les établissements, mais pour moi, la cohérence éducative, elle passe d'abord par ce dialogue-là, entre les enseignants et les parents. Alors, nous ce qu'on fait dans l'établissement où je travaille actuellement, c'est qu'en début de chaque année, il y a une réunion avec tous les parents de la classe, et les professeurs défilent par matière et expliquent un peu leurs exigences. Puis il y a un petit temps de questions-réponses. Alors là aussi, ça ne dure pas très longtemps, mais je pense que ça désamorce énormément de choses en début d'année parce que les parents ont besoin de comprendre quelles sont les attentes des enseignants. Et les attentes à deux niveaux, les attentes à la fois vis-à-vis de l'enfant. Vous voyez, moi typiquement, au début de l'année, je dis aux parents, ben voilà, moi, je vérifie que le travail est fait systématiquement et j'en donne systématiquement, même si c'est parfois pas très long. En revanche, quand le travail n'est pas fait, je ne vais pas passer des heures à gronder votre enfant. Et donc en fait, moi, je signe un mot dans le carnet, ça me prend 5 secondes, et basta. Et vous, à la maison, vous devez signer le mot pour vous rendre compte que le travail n'a pas été fait. À vous de juger s'il n'a pas été fait parce que, bah oui, ce jour-là, il y avait une réunion familiale, un anniversaire, un concert exceptionnel, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, qui fait que bah, mon enfant n'a pas pu faire son travail, ou l'a un peu bâclé, mais
moi, parent, j'estime que bon, bah, cette fois-là, c'était excusable. Et moi, il me semble qu'en tant qu'enseignant, si ça se reproduit trop souvent, il y a un souci. Mais si c'est de temps en temps, en fait, moi, j'estime que je n'ai pas mon mot à dire. J'ai juste à signaler aux parents que ce n'est pas fait et à montrer à l'élève que j'ai vu que ce n'était pas fait. Donc, il y a une première attente donc, de l'enseignant vis-à-vis du travail des enfants. Et puis, il y a une deuxième attente, c'est ce que moi, j'attends des parents. Je pense que ça manque dans beaucoup d'endroits. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où les enseignants n'expriment pas leurs attentes vis-à-vis des parents. Et peut-être aussi beaucoup de parents qui ne pensent pas à demander aux enseignants bah, qu'est-ce que vous attendez de moi. Ça me semble là aussi important. Parce que selon les enseignants, bon là encore je parle surtout avec mon prisme du collège, hein, donc vous adapterez pour le primaire, mais au collège on a quand même tendance, vous voyez, quand on est enseignant, à se dire bon bah allez, déjà à donner le travail du jour pour le lendemain, parce que bah, c'est compliqué de vraiment savoir jusqu'où on va avancer à la prochaine séance, donc on est obligé d'adapter un petit peu au coup par coup. Et puis, du coup, de dire, bah voilà, pour demain, vous faites 3 exos. Alors, de temps en temps, les élèves nous disent, mais monsieur, demain, on a 3 évals, on ne peut pas, on n'aura pas le temps. Voilà. Bon, on essaye d'adapter un peu. Mais parfois, soit les élèves ne nous le disent pas, soit on se dit, bah oui, mais là, quand même, il faut avancer aussi dans le travail. Et donc, il peut y avoir une dose de travail, vous voyez, qui est assez déséquilibrée parce que bah, des enseignants donnent beaucoup de travail dans leur matière en oubliant qu'il y a aussi d'autres matières à travailler. Bon. Mais du coup, ça me semble important que les parents soient au courant donc, des attentes des enseignants et des attentes par rapport à leur rôle à eux. Vous voyez, je vous donne un exemple. Souvent, j'ai des parents qui m'appellent et qui me disent « Monsieur, vous avez mis un mot à mon enfant pour travail non fait. Or, il avait fait son travail. » Moi, j'estime que le travail avait été bâclé. Bon, parce que pas justifié, pas de calcul, juste le résultat. Donc pour moi, prof de maths, c'est bâclé. Donc je mets un mot. Les élèves le savent. Les parents le savent, hein, puisque je leur dis aussi au début de l'année. Et du coup, je vois dans ces échanges-là avec les parents qu'ils sont un peu en détresse parce qu'ils se disent bah oui, mais moi, je n'ai pas le temps de vérifier que mon enfant a répondu juste. Et je dis mais ce n'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, ce n'est pas de savoir si votre enfant a répondu juste. Je ne vous demande pas d'être un nouveau prof en plus à la maison pour lui. Ce que je vous demande, c'est de vérifier que le travail est fait proprement et visiblement non bâclé. Ça veut dire une phrase-réponse, ça veut dire... enfin, ça se voit hein, quand un travail est bâclé ou quand il n'est pas bâclé. Hein, voyez. Et ça, c'est quand même, je trouve, enfin vraiment, c'est ce que je vois quand je parle avec les parents, c'est que, en fait, ça apaise. Parce que quand on rentre du boulot, parfois notre enfant rentre avant nous, hein, surtout au collège. Parfois, quand les deux parents bossent, l'enfant est un peu tout seul à la maison, ou il rentre tard, il est fatigué, le parent aussi, enfin voilà. En fait, on n'a pas le temps de faire tout ça. Par contre, ouvrir le cahier de l'enfant, voir s'il y a des mots à signer, voir si, voilà, on regarde l'agenda, on regarde le travail. Moi, vous voyez, je dis aux élèves, vous avez une marge, vous mettez le numéro d'exercice dans la marge, comme ça on compare très vite. Hein. Et moi, quand je vérifie le travail des élèves, c'est pareil. Hein. Je vous assure, pour vérifier le travail de 34 élèves, ça me prend montre en main 3 minutes. Parce que je passe dans les rangs, ils ont leur cahier ouvert. Moi, je sais que j'ai donné 3 exercices, le 14, 16, 17 par exemple. Hop, je passe, je regarde s'il y a le numéro 14, 16, 17 écrit dans la marge et s'il y a un truc écrit à côté. Et un truc propre et un truc un tout petit peu développé. La correction, on va la faire après en classe, ensemble. Mais je ne vais pas corriger un par un les 34 élèves. C'est pas possible. Les parents, c'est pareil en fait. Les parents, ils ouvrent le cahier, ils regardent les numéros, c'est fait, ok, c'est bon. Donc ça fait gagner du temps. Alors évidemment, c'est quand l'élève est un peu autonome. Hein. Il y a un certain âge où c'est possible, et puis il y a un certain âge où il faut l'accompagner un peu plus. En tout cas, il me semble que ça fait gagner du temps à tout le monde, et puis que ça responsabilise un peu plus l'élève aussi, à la fois sur donc, la tenue du cahier, la propreté, et à la fois sur le fait de détailler un minimum. Un autre exemple par rapport à ça, je pense que beaucoup de parents n'ont pas forcément conscience des attendus de l'école. Je vous raconte une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie,
mais je la trouve assez parlante. Une prof de primaire demande un jour à ses élèves, voilà, vous allez au marché, vous achetez des œufs, vous avez besoin de 8 œufs pour faire un gâteau, combien vous en achetez? Enfin, combien ça va vous coûter? Donc, elle donne toutes les données qu'il faut. Et puis il y a une élève qui répond, en fait moi je vais acheter une boîte de 12 œufs parce que sinon ça va se casser. Parce que les boîtes de 8 œufs ça n'existe pas. Bon l'élève elle a raison. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on attend de l'élève. Ce qu'on attend de l'élève c'est un calcul de proportionnalité pour savoir combien ça va coûter d'acheter 8 œufs. Vous voyez? Et bon, ça c'est une petite anecdote un peu amusante, mais c'est pour vous montrer que parfois le raisonnement qu'on attend, et c'est vrai pas que pour les maths, hein, c'est vrai aussi pour le français, c'est vrai aussi pour l'histoire, etc. Le raisonnement, parfois, c'est pas celui de la vie quotidienne, c'est pas celui de la vie, de la vie concrète, réelle. Parfois, c'est vraiment juste l'exercice intellectuel qui va permettre au prof de vérifier que l'élève a compris. Et donc, quand les parents sont conscients de ça, moi je le dis beaucoup et aux parents et aux élèves, mais quand les parents sont conscients de ça, l'attente, elle change un tout petit peu. L'attente, c'est de montrer au prof que j'ai compris. Que j'ai appris, évidemment, et que j'ai compris. Et ça déplace un petit peu le curseur, et ça permet vraiment aux élèves de s'améliorer. Parce que vous n'imaginez pas, enfin peut-être que si, le nombre d'élèves qui me rendent des copies où tout est juste. Rien n'est justifié. Moi, je ne peux pas, en tant que prof, mettre les points. Ce n'est pas possible. Parce que si je suis très malveillant, je me dis cet élève a triché. Cet élève n'a pas fait lui son travail. Et peut-être. Mais même si je suis bienveillant, je me dis cet élève, je ne peux pas savoir s'il a trouvé le résultat par hasard ou s'il l'a trouvé juste. Dernièrement, j'ai fait faire un calcul à mes élèves de 5e. C'était un calcul de différence de date entre deux pharaons. Comme c'était des nombres négatifs, les élèves en 5e, ils découvrent un peu ça, ils ne sont pas encore complètement à l'aise. Sans mentir, 90% des élèves, alors qu'on avait fait le calcul en classe déjà, ont fait faux. Mais ils ont trouvé la bonne réponse. Pourquoi? Parce que, au lieu de... je suis désolé pour ceux qui ne sont pas du tout matheux, mais... parce qu'au lieu de faire la date la plus proche moins la date la plus ancienne, ce qui permet de trouver une différence positive, ils ont fait la date la plus ancienne moins la date la plus proche. Parce que la date la plus ancienne, c'est le plus grand nombre, vu qu'on est dans les nombres négatifs. D'accord? Mais du coup, ils ont tous trouvé un résultat qui est faux. Et comme ils savent bien que le résultat est faux, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent bien que moins 100 ans de différence, ça n'existe pas. En fait, on dit 100 ans de différence. Du coup, ils ont tous écrit le bon résultat, avec un raisonnement qui était faux. Donc, vous voyez, il y a une exigence qui est un petit peu décalée. La bonne réponse, en fait, on s'en moque quand on est prof. Je caricature. Ce qui nous intéresse, c'est le raisonnement. Ce qui nous intéresse, c'est que l'élève, par le raisonnement, va pouvoir généraliser. Et quand on est parent, je pense qu'on n'a pas toujours conscience de cet attendu-là de l'école. Et il me semble que quand on en a un peu plus conscience, ça permet de redresser la barre sur certains points qui étaient un peu, à mon avis, un peu déviants. Voilà. Alors, je fais un dernier point sur la communication. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette histoire qu'on attribue à Socrate, mais je n'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Un jour, un de ses amis vient le voir et lui dit « J'ai un truc à te raconter sur un tel ». Socrate l'arrête, lui dit « Est-ce que d'abord ce que tu vas me dire est vrai ?» Bon, je l'ai entendu dire. Bon, ok. Mais est-ce que c'est bon ce que tu vas me dire? Bon, à vrai dire, c'est plutôt pour dire un peu du mal. Ok. Mais peut-être qu'au moins c'est utile. Bon, pas vraiment. Bon, dans ce cas-là, si c'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère que tu te taises. Comment est-ce qu'on peut transposer ça? Dans notre communication, et c'est vrai, ça marche aussi dans les entreprises, au passage. Enfin, j'ai pu l'expérimenter dans les entreprises aussi. Le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est ce qui est factuel. Dire « il fait froid »,
on n'est pas tous habillés pareil, hein, là, vous voyez. Il y en a qui ont des gros manteaux, il y en a qui sont en chemise. Donc il fait froid, en fait, pas très objectif, hein. Si on veut être factuel, il faut donner la température. Donc premièrement, être factuel. Dans le rapport parent-enseignant, c'est hyper important d'être très factuel. Ça veut dire aussi recontextualiser quand il y a un souci qui s'est passé en classe ou à la maison, recontextualiser pour mieux comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Donc être très factuel. Deuxième chose, est-ce que c'est bon? Moi je le traduis en disant est-ce que c'est bienveillant? C'est-à-dire que est-ce qu'en le disant, j'ai la conviction que mon interlocuteur, il est capable de l'entendre et on a un objectif commun, en l'occurrence le bien de l'enfant, la réussite de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant. Si on n'a pas cette conviction-là, franchement, ça ne sert à rien de parler, hein. On perd son temps. Il vaut mieux aller courir, faire du sport pour se détendre, plutôt que de cracher son venin. Et puis, troisièmement, est-ce que c'est utile? Je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que quand je vais dire ça, en général c'est parce qu'il y a un problème, hein, est-ce que quand je vais dire ça, j'ai quand même un petit peu réfléchi avant pour esquisser des solutions? Des solutions qu'on va discuter ensemble, choisir ensemble, hein. Il ne s'agit pas d'imposer son truc, sinon ça ne marchera pas de toute façon. Mais j'ai un minimum esquissé des solutions parce que ça montre que je crois qu'une amélioration est possible. Et donc, si une amélioration est possible, ça veut dire qu'il y a forcément des chemins possibles. Donc, on peut les esquisser. On ne les aura peut-être pas. Peut-être que ce sera notre interlocuteur qui nous donnera le bon chemin. Peut-être que ce sera ensemble qu'on découvrira un chemin auquel on n'avait pas pensé. Peut-être que ce sera l'élève aussi qui trouvera le chemin en discutant avec lui. Mais s'il n'y a pas ces trois choses-là, mon conseil, c'est qu'en fait, ce n'est pas un vrai problème. Ou alors qu'on n'a pas vraiment envie de le traiter. Et dans ce cas-là, il vaut mieux s'en débarrasser et le mettre de côté. Voilà, je pense qu'il reste un peu de temps pour les questions. J'espère avoir un peu répondu à vos attentes. Et je serai aussi disponible après s'il y en a qui veulent prolonger la discussion. Merci. Oui, alors, c'est très varié, je pense, selon les établissements. Moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai quitté le réseau. Donc, je pense qu'il y a aussi des évolutions depuis. Pour les cafés des parents, nous, ce qu'on faisait là où j'étais et ce que j'ai vu faire un peu ailleurs aussi, c'était donc des réunions assez régulières. Alors, selon les établissements, ça varie. Ça peut être avant chaque vacances, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et après, sur le contenu, c'était très varié. Moi, là où je l'avais mis en place et où ça avait le mieux marché, c'était très informel. C'est-à-dire vraiment, c'était café des parents. Donc les parents arrivaient, il y avait du café, des croissants, et il n'y avait pas forcément de sujet. Mais c'était un lieu d'échange qui permettait d'abord de créer de la convivialité entre les parents, parce que dans un établissement, selon la configuration sociale, géographique, etc., les parents ne se connaissent pas forcément entre eux. Moi, il me semble que c'est mieux quand les parents se connaissent entre eux. Il peut y avoir des effets pervers parce que parfois il y a des effets boule de neige de on va dire du mal, mais c'est mieux je pense que quand les parents se connaissent, je pense que c'est quand même mieux. Et d'autant plus quand les parents se connaissent dans le cadre de l'école où du coup le directeur, la directrice, les professeurs qui sont disponibles peuvent être présents. Parce que du coup, ce n'est pas le groupe des parents, c'est le groupe en fait des éducateurs pour l'enfant qui se crée. Donc, voilà. Donc, quand c'est très informel, moi, je pense que ce que j'ai constaté, là où j'étais, ça marchait mieux. Après, je sais qu'il y a d'autres établissements où il y avait vraiment des thématiques précises qui étaient communiquées à l'avance. Dans ce cas-là, c'était souvent un exposé et puis après un temps d'échange. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait dans le cadre donc, du parcours Mekiko, c'est que nous, on diffusait les vidéos, enfin on diffuse les vidéos en amont aux parents, en leur laissant le temps de les regarder et de les mettre en pratique, parce qu'à chaque fois, il y a une petite mise en pratique. Et à l'issue de ça, il y a un échange entre parents, avec un animateur, mais qui est très en retrait, en fait, qui est juste là pour faire circuler la parole et que tout se passe bien.
Et donc la discussion se fait de manière un peu moins théorique parce qu'il y a des choses qui ont été données et qui ont été proposées à la mise en pratique. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de faire, ça va dépendre aussi de... Ouais. La question, c'est dans le parcours Mekiko, on le fait dans quel cadre? C'est ça, voilà. Donc nous, ça fait 4 ans que ça existe. Jusqu'à présent, on a démarché que des collectivités, c'est-à-dire soit des établissements, soit des mairies, soit des associations. Voilà. Bon, le temps de réaction est toujours très lent, quelle que soit la structure. Mais du coup, nous, on adressait des collectivités en leur disant, voilà, vous avez des parents, vous avez un réseau de parents, vous avez identifié tel et tel besoin, nous aussi, et on vous propose un outil pour y répondre. Voilà. Et là, on est en train de, c'est pas encore lancé, mais on est en train de proposer directement d'adresser les parents, mais c'est pas encore fait. Oui, nous le fil rouge du parcours, c'est qu'est-ce que moi, en tant que parent, je dois ou je peux mettre en place, les points sur lesquels je dois être vigilant pour que le travail de mon enfant se passe au mieux. Donc c'est tout ce qui va être directement lié au travail. Et puis c'est aussi tout ce qui va avoir un impact sur le travail. Donc les écrans, la gestion des émotions, les intelligences multiples, enfin vous voyez, plein de choses qui vont avoir un impact et qui, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu quand j'étais directeur, c'est que les parents ont besoin d'un minimum de bagages pour éviter ce que je vous disais au tout début, qui est parfois des maladresses, voilà, pour les éviter en fait, et du coup aller plutôt dans le même sens que ce que fait l'école. Bah pour l'instant, l'école est forcément au courant parce que quand on travaille avec des parents, c'est via l'école. Donc typiquement, les enseignants ont aussi accès aux vidéos. Et du coup, ça permet aussi... Enfin, l'avantage, me semble-t-il, c'est que ça permet aussi de créer un vocabulaire commun. Et donc, vous voyez, ce que je vous ai raconté là sur la communication, par exemple, c'est l'objet d'un des modules. Et quand on a ce vocabulaire commun et cette culture commune, ça facilite quand même aussi la communication. Alors, donc la question, c'est est-ce qu'ils ont plus de difficultés dans le public à travailler avec des organismes privés? En fait, ça dépend. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui y arrivent. Nous, on n'y est pas encore arrivé. Donc voilà, il faut qu'on arrive à mettre le pied dedans, mais ce n'est pas encore le cas. Mais ceci étant, pour des questions bêtement budgétaires, c'est le cas dans beaucoup de structures. Voilà, forcément, ça a un coût. Et donc pour des questions budgétaires, c'est parfois compliqué juste de mettre le pied dedans. Juste une petite chose, je suis enseignante en primaire. Oui. Et si je puis me permettre, voilà, il y a beaucoup de choses que vous avez racontées, qu'on vit au quotidien dans la relation avec les parents. La seule chose que je me permettrais de rajouter, c'est que vous parlez de le titre de la conférence était cohérence éducative, c'est vraiment l'essentiel dans nos écoles hors contrat. Oui. Parce que les parents nous ont choisis, oui, contrairement à l'école publique. Oui. Et c'est souvent ça qu'il faut rappeler aux parents en tant qu'enseignants. Ils nous ont choisis et donc ils nous ont accordé leur confiance. Nous sommes les relais de leur éducation. Et donc il faut absolument qu'ils nous gardent cette confiance jusqu'au bout. Donc essayez de leur faire comprendre que il faut éviter de critiquer les enseignants devant leur enfant. Oui. Ou simplement faire des réflexions, parce que ça met l'enfant en porte-à-faux entre ce qu'ont choisi les parents et ce qu'ils vivent à l'école. Oui, oui. Et donc, ils quittent leur cohérence éducative. Oui, oui. Si une maman arrive et dit « Ah, ça y est, ton prof, il a encore donné 3 exercices pour demain, mais il ne se rend pas compte, mais c'est vraiment pas possible, oui, etc. » Vous avez raison. Ça casse immédiatement la cohérence. Oui. Et ça, il me semble important de le rappeler aux parents, oui, oui, non pas pour nous protéger, nous, mais juste pour protéger leur enfant, oui, oui, qui a besoin d'être stabilisé sur ce plan-là. Oui. J'ajouterais une chose. Moi, en tant que prof de maths, je suis soumis à quelque chose d'assez particulier. Quand vous présentez votre métier à des gens que vous ne connaissez pas, bon, soit ils sont intéressés, soit ils ne sont pas intéressés. Quand vous dites que vous êtes prof de maths, la plupart des réactions, c'est « Ah oui, j'étais nul en maths », comme si c'était une fierté. Et il y a beaucoup de parents en fait, qui sont là-dedans, alors c'est vrai particulièrement par rapport aux maths, mais c'est vrai aussi sur plein d'autres aspects, qui disent « moi j'étais nul à l'école ».
Et en fait, ça aussi, c'est un discours qu'il faut essayer de bannir complètement. En fait, on s'en moque éperdument que le parent était nul ou pas à l'école. L'important, le discours que le parent, me semble-t-il, devrait avoir, c'est « c'est formidable, tu vas apprendre plein de choses ». Et « j'étais nul à l'école », en fait, on s'en moque. Mais ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que toutes les petites paroles, l'air de rien, dans des conversations qui peuvent en fait miner la confiance naturelle que les enfants ont envers l'école. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont contents en vrai d'aller à l'école. Au début, hein, en tout cas. C'est pareil pour la communication avec nous. Parfois, le passage par le bulletin de liaison ou le carnet des enfants laisse les mots à la vue des enfants. Oui. Et ça n'est pas toujours une bonne chose. Oui, oui. Voilà, donc il faut aussi être prudent, prudent dans ce qu'on écrit sur les enfants. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui leur passent sous les yeux. Mais il y a ce qu'on peut écrire et ce qu'on peut dire. Oui, ça rompt aussi cette communication qui doit être fluide. Et là, je vous rejoins complètement. Oui. Merci. Moi, il y a une chose que j'aimerais ajouter, si vous me permettez, pour rebondir sur ce que disait madame. En fait, on est tous allés à l'école. Voilà. Aujourd'hui, on est grands, on ne va plus à l'école. Mais nos enfants vont à l'école. Et en fait, c'est un lieu où on a été heureux ou pas. Et il y a une espèce de projection consciente ou inconsciente de la part des parents de ce qu'ils ont vécu. Et je trouve que le fait d'exprimer ce que vous venez de dire là, voilà, les enfants vont apprendre des choses nouvelles. Enfin, je trouve que ça, parfois, les instits, là, je me mets vraiment du côté de la maman, ne l'expriment pas, mais pas parce qu'ils n'ont pas envie, juste parce qu'ils n'y pensent pas. Simplement de dire, parfois de dire, bah, c'est pas parce que vous avez été heureux que votre enfant le sera, mais l'inverse est juste aussi. C'est pas parce que vous avez été malheureux que votre enfant le sera systématiquement. Et je trouve qu'il peut y avoir en fait, quand on met nos enfants à l'école, consciemment ou inconsciemment, on se projette pour eux en fonction de ce qu'on a vécu. Et je trouve que ça, rien que de le dire, ça désamorce des situations compliquées. Moi, il y a un autre chose, enfin, ça m'y fait penser, ça ne rejoint pas complètement ce que vous dites, même si je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais j'ai dit récemment à des parents que c'était fatigant de grandir. Et il y a beaucoup de parents qui l'oublient. Et quand je leur ai dit ça, c'était des parents d'un élève de 4e, ils ont littéralement été scotchés. Et puis, après quelques secondes de réflexion, ils ont dit ah, « mais oui, en fait, c'est vrai, vous avez raison ». Et c'est fatigant de grandir. L'adolescence, c'est fatigant, en vrai. Et voilà, y a des parents, ils ont besoin d'entendre ça aussi, parce que du coup, les horaires de coucher, parce que du coup, les temps d'écran, parce que, enfin, plein de choses. Alors, c'est fatigant, mais c'est exaltant aussi, donc il ne faut pas trop coucouner non plus, hein. Enfin, je pense. Mais voilà, oui, il y a des choses comme ça à rappeler. Ouais. Moi, j'ai encore une question. Vous avez parlé donc de l'implication des parents, mais moi j'ai juste une question sur l'implication des papas. Je ne sais pas si c'est un sujet ou pas, mais j'aimerais bien vous entendre un peu sur le sujet. Est-ce que c'est un sujet déjà, peut-être partagé ou pas, et comment on implique les papas? Alors, mon constat, c'est qu'effectivement, c'est très déséquilibré. C'est souvent les mamans qui sont impliquées. C'est un peu moins vrai au collège. Je vois davantage de papas au collège que de papas quand j'étais à cheval primaire-collège. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le lieu géographique qui est lié à ça, peut-être ça dépend aussi des endroits, mais oui, c'est vrai que c'est surtout les mamans qui sont impliquées. Quand j'ai commencé à essayer de faire des choses qui adressaient vraiment les parents explicitement, directement, j'avais organisé d'abord un week-end mère-fille et un week-end père-fils. Ça s'est transformé en week-end parent-enfant. Parce que le week-end père-fils était vide. Et du coup, on s'est dit, bon, on va élargir en espérant qu'il y aura quand même quelques papas qui viendront. Je crois qu'on en avait eu 1 sur 10. Donc c'était vraiment très, très peu. Bon, c'est sûr, je pense que ça dépend de la culture familiale, déjà. Ça dépend parfois aussi du travail de chacun des parents. Moi, j'entends beaucoup de mamans parfois me dire, sur cette matière-là, c'est le papa. Donc, en tant qu'enseignant, on ne le voit pas forcément. Mais il se trouve qu'il y a, dans certains cas, quand même une implication du papa. Cher visiteur, je vois. Ce que moi, je fais de temps en temps, mais c'est assez rare que, je vous avoue, c'est assez rare que je me pose vraiment la question.
Ce que je fais de temps en temps, c'est que je demande aux 2 parents d'être présents. Ou alors, quand je vois que la maman, ça m'arrive de dire ce serait peut-être bien d'en parler avec votre conjoint. Ou, voilà. Donc ça arrive. Mais voilà. J'ai pas trop d'éléments par rapport à ça. Je sais pas honnêtement si c'est toujours un problème. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est surtout les mamans qui sont impliquées. Merci à tous.